Riopelle, quand tu étais jeune, c'était quoi? Alors, Riopelle, quand il était jeune, il était un fils unique, même s'il a eu un frère qui est mort presque tout de suite, et élevé par une mère qui savait ce qu'elle voulait, Anna Riopelle, sa mère. Un père qui était d'une habileté très, très grande. Lui, il aimait moins la férule de sa mère que l'habileté de son père. Ce qui fait qu'il a beaucoup, beaucoup appris par son père qui, descendant de tonnelier d'Oléron, mais ça c'est au début de la colonie, mais c'est les Riopelle, il y en a toujours eu dans cette ligne-là. Cet homme-là était doux, était tranquille, mais il travaillait avec une dextérité fabuleuse. Et ça, c'est une des joies qu'a eu quand il était jeune, Jean-Paul. Et par la suite des temps, il a toujours continué à rabibocher quelque chose. T'sais, il était capable. Il était vraiment... après ça, moi, faut dire que je l'ai connu parce que sa mère et son père étaient notre propriétaire. Papa travaillait au devoir. Le devoir n'a jamais eu d'argent. D'ailleurs, il ne prend pas les moyens pour en avoir plus aujourd'hui. C'est un bel effort. Il fait l'effort. Et alors, Madame Anna Riopelle nous aimait beaucoup. On était au 3e étage, nous autres, en l'air. Ce qui est précieux pour des gens qui font beaucoup de bruit et qui n'entendent pas celui des autres. Puis comme on a été 11 enfants, plus papa et maman. Mais c'était sacré pour M. et Mme Riopelle. Je pense qu'on a été pendant 25 à 30 ans là, et le bail était toujours le même. C'est-à-dire le prix ne changeait pas. En retour, elle était contente que Jean-Paul puisse monter chez nous. Lui, il s'ennuyait quand même parce que... Il était seul? Il était seul. Hein? Alors, il était heureux de venir. Il venait, parlons chez nous, c'était différent d'une certaine façon, sans mérite, mais quand même, papa travaillant au Devoir, il était à la Fondation du Devoir, et sortant à ce moment-là d'un autre journal, Le Nationaliste. Je raconte ça, ça n'a rien à faire avec Jean-Paul. Oui, non, mais c'est bon, ça nous donne le contexte. Papa était rentré dans l'équipe première après avoir travaillé avec Asselin. Donc, papa était plutôt du côté de savoir les nouvelles, puis de l'orientation que prenait le pays. Il était bon. Alors que le père Riopelle, lui, c'était plus les ligues du Sacré-Cœur, oui. La messe quasi, en tout cas tous les vendredis, et puis 2 retraites par année. Mais il était très sérieux, mais il était surtout d'une habileté consommée. Mais Jean-Paul ne pouvait pas entendre des propos qui se tenaient au-dessus. Henri Bourassa venait au-dessus. Louis Dupire venait au-dessus. Georges Pelletier. Le Devoir de cette époque-là, ils étaient solidaires. Hein? Puis il y avait un patron. Une chaise de même, là, je le vois encore, Henri Bourassa. Hein, là, et je me souviens, mais là, c'est un souvenir personnel, mais c'était Henri Bourassa. Et ça permettait à Jean-Paul de faire des découvertes, lui aussi. Il n'était pas tellement plus jeune que moi. Il était quand même un peu. Mais moi, à ce moment-là, j'étais le 5. Il y en avait 5 encore après moi. Et Bourassa était venu, puis on présentait des films pour la première fois dans notre maison. C'était M. Dugal de Dupuis Frères qui avait apporté ça. Et c'était les cigarettières du Portugal. Et ça commence avec des chiffres à l'envers, comme tous les films. Alors moi, 5e, je veux épater mes frères et sœurs, je m'en souviens. Et j'ai dit, ce sont des signes kabbalistes. Bourassa dit, kabbalistique, quand on ne sait pas son français, on se ferme. Ah! J'ai appris, mais Jean-Paul a su. Puis pas mal d'autres. Toute la famille. Bon, Jean-Paul, j'ai été, aux yeux d'Anna, le mentor de Jean-Paul. Le temps, un court temps. Hein, parce que Jean-Paul n'était pas, il n'a jamais été, un type à se faire mettre en boîte et puis à se faire attacher. Cependant, il était extrêmement généreux. Jean-Paul a toujours été généreux. Ce qui fait que, quand sa mère a décidé qu'il serait scout, il était scout à Saint-Enfant-Jésus du Myland, qui est là, parce que moi, j'étais chef là. Oui. Hein, il m'était confié. Eh bien, s'il manquait de quoi pour le camp, s'il n'y avait pas de nourriture pour une sortie, tu peux être certain que Jean-Paul y veillait. On ne l'exploitait pas, mais lui, il trouvait que c'était la contribution qu'il pouvait faire et que, étant donné que sa famille était plus à l'aise, bon. Et puis il a toujours été généreux, très généreux. Et le scoutisme, ben, il ne s'attendait certainement pas à faire ça dans sa vie. Mais par contre, sa mère y a tenu. Et sa mère, en fait,
Elle a même loué, et c'est comme ça qu'il a connu Saint-Adolphe d'Howard et le curé Lebeau, une maison. Parce que là, on faisait des camps scouts. Puis elle voulait être là. Elle avait amené maman une fois, là, pour un passage d'été. Et ben, on faisait des fous, Jean-Paul puis moi, c'est bien certain, quand on n'était pas avec les scouts. Et c'est là que j'ai appris des tas de choses, puis lui aussi. Et particulièrement, le canot, lui, savoir avironner, savoir être debout sur les varangues, et puis se tenir quand même comme s'il était le Cid Campeador, puis vraiment fabuleux. Moi, j'ai appris une chose. Quand je suis devenu séminariste, j'ai eu une soutane, et j'ai appris que c'était précieux quand tu tombais à l'eau, parce qu'on tombait à l'eau à tout bout de chambre, on faisait exprès. Les grosses poches de sœur qu'on avait s'emplissaient d'air, alors tu flottais. Le curé flottait, lui. Le curé flottait. Mais comme ça, vous, les Riopelle, vous avez été des complices pendant, pendant une très grande partie de votre vie. Ben, mettons une dizaine d'années, mais dans les temps qui comptent. Puisque j'ai quand même 76 ans, donc... Lui en a 70, vous aviez 6 ans de différence. Oui, mais 6 ans de différence quand un type a 12 ans, puis que toi, tu en as 18, ça compte plus qu'aujourd'hui. Parce que j'étais chef de la troupe, puis lui, il était petit nouveau, si j'ose dire. Enfin, mais... Comme on était dans leur maison, et j'ai été pour cette exposition qu'il fait maintenant, là, de cet immense travail extraordinaire, merveilleux. Et Jean-Paul est arrivé. Moi, j'allais partir. Il était annoncé pour 6 heures, puis il était 9 heures du soir, puis il n'était pas là. J'étais pour partir. Et on me dit, non, la voiture arrive. Alors, il arrive, et je vois mon Jean-Paul qui essayait de sortir de la voiture. J'ai dit, écoute, le vieux, tu as 70 ans aujourd'hui, je vais t'aider, puis je vais te sortir. Il dit, Ambroise, je sors pas, j'ai de quoi te dire. Alors, elle t'obéit, puis je parle pas de moi, je parle du chauffeur et des gens autour. Et on cause, en tout cas, puis il me met le curé Lebeau. Le curé Lebeau, qui l'avait tellement frappé à Saint-Adolphe d'Howard, il dit qu'il va faire des peintures, puis il faut faire quelque chose pour le rappeler le souvenir de ce grand personnage qui l'a beaucoup marqué. Et Jean-Paul ajoute, bien sûr, et puis toi, il faut que tu rentres, là, puis qu'on se parle. Et j'ai dit, il y en a beaucoup qui t'attendent, tu serais mieux d'entrer, puis on se parlera une autre fois. Elle dit, non, non, non. J'ai dit, en tout cas, tu m'as toujours embêté, parce que moi, je suis le père Ambroise. Maintenant, c'est notoire. Et je me disais, quand je serai mort, ils mettront une plaque sur la maison. Ici, Jean-Paul Riopelle, t'es plus important que moi, ça va être ton nom qui va être là, puis c'était votre maison. Et il m'a répondu une chose qui m'a fait extrêmement plaisir. Il dit, Ambroise ou bien Jean-Paul Riopelle, ça compte pas. Ton père, c'est ça qu'il faut marquer. Napoléon La Fortune. Lui, il m'a dit des choses. C'était ce que voulait sa mère, dans le fond. C'est qu'il soit dans un milieu différent de celui, plein de vertus, mais différent de son père. Et c'est une des choses qui a fait les liens les plus solides entre Jean-Paul et toute la famille. Parce que c'est ça, chez vous, il y avait des discussions, il y avait des échanges d'idées. C'était un endroit où on débattait d'idées. C'était la seule bibliothèque dans ce secteur-là de la rue de Lormier. Puis on était dans une paroisse des Jésuites. Puis il y avait un notaire pas loin. Puis il y avait un type qui est devenu Claude Jutras. Puis il y avait Boum Boum Geoffrion en face. Puis il y avait, tu sais, c'était la rue de Lormier. Mais papa avait fondé, évidemment, la librairie du Devoir, puis la bibliothèque. Donc, il apportait à la maison. Les Riopelle étaient si prospères que ça. D'où ça venait cet argent, cette prospérité? L'habilité qu'il avait eue dans leur village de l'Épiphanie, puis elle qui savait gérer les choses. Son père, c'était un constructeur. Son père, constructeur comme lui, c'est-à-dire... lui était encore plus habile, je pense, que son père. Je ne parle pas de Jean-Paul, là, parce que Jean-Paul est aussi habile que son père. Donc, le père avait travaillé quoi? Dans la construction, dans la fabrication de meubles? Ouais. Dans les campagnes, ce qui était tout différent que de rentrer en ville. Parce que les maisons que Riopelle a eues, il les a tout achetées. Hein. Lui, il savait l'entretien. C'est ça qu'il savait le mieux. Parce que ça, c'était même une famille qui avait une voiture à un moment donné. Ah ben oui. Alors que c'était pas évident. Ben oui, puis quand il venait à la Valterie, où on décidait d'amener maman et moi avec le fils à Saint-Adolphe d'Howard, c'était en voiture, tout ça. C'était une époque, d'ailleurs, qui venait juste un peu avant. On avait eu une voiture, nous autres, mais on ne l'a pas eu longtemps, c'est une Hudson. Mais pour monter la côte du Sauvage, il fallait la monter à l'envers. Ah bon? Oui.
Parce que l'essence ne se rendait plus sans ça. À cause de la position de la réserve. Ah, c'était pas mal, ça. Donc, il nous raconte même qu'il a conduit à un moment donné le frère André. C'est bien possible. C'est bien possible. Moi, je le perds à toutes sortes de bouts de champ parce que je suis à travers le monde. Hein. J'ai fait... Non, je ne suis pas pour vous parler de ça, mais en tout cas, vous le savez. Bon. Ouais. Et il se passait des tas de choses sans que je sois là. Puis, il n'y avait pas de raison que j'y sois non plus. Et c'est certain que il était habile dans ça aussi. Puis il y a toujours eu la folie des voitures par la suite, et puis des voitures de course, et puis... ça aussi, ça vient de ces années-là. Ben oui. Ça commence là. Puis, ce dont on parlait tout à l'heure, c'était un être d'un talent immense, Riopelle. Ah oui. Mais c'était un être d'une force de caractère aussi. Et c'est ça, finalement, qui l'a aidé à se rendre à ce niveau-là. C'est-à-dire que le petit mot pas gentil, qui était aussi vrai, c'était tête de cochon. Hein? Ben, disons mieux là, ce qu'il y avait de dit, mais c'était ça pareil. Hein? Volontaire. Et il était volontaire. Il y a des domaines dans lesquels il gagnerait à l'être. Mais ils ne sont pas très nombreux, parce qu'il est généreux. Et quand il veut, hein, il est volontaire total. Et c'est ça l'affrontement avec sa mère. Parce que dans le fond, cette volonté qui est la sienne, il l'a héritée de sa mère. Mais il était une Riopelle aussi, puisque c'était deux Riopelle, son père et sa mère. D'ailleurs, vous m'avez dit qu'elle avait un peu de sang indien. Elle a du sang amérindien. Jean-Paul... D'abord, hein, il n'y a qu'à le regarder, là. Et puis ça, c'est n'importe quand, là. Autant il peut avoir l'air d'un autre sur d'autres images. Et puis, après tout, hein, il est aussi espagnol par le passé. Ah, Riopelle. Rio, tu t'appelles pas comme ça impunément, hein? Puis quand ton premier ancêtre vient d'île d'Oléron, avant les ancêtres de cet ancêtre-là, il venait du Pays Basque ou plus loin en Espagne. Pour vous, ça a été quoi? C'est un compagnon, sympathique. J'ai eu avec lui énormément de joie parce qu'il avait des habiletés que je n'ai jamais possédées. Puis par contre, il y avait des partages où on s'enrichissait mutuellement pour ce qui était de l'ordre de la connaissance, de l'ordre de... Quand, dans le petit nord, Saint-Donat, on est pendant la guerre, là, il y en a qui ne veulent pas aller se battre. Ça ne touche pas Jean-Paul, il est trop jeune. Ça ne touche pas moi, je suis séminariste. Mais il y en a qui... Bon, il faut construire maison sur la Pindina, en haut de Saint-Donat. Et Jean-Paul, il faut voir, hein, il était plus habile que tous les autres, bien sûr. Il faisait ça pour le plaisir. Mais il avait hérité de son père le talent, puis il avait hérité aussi de la connaissance. Puis l'école du meuble n'avait pas dû y nuire dans ce domaine-là. Mais, tu sais, c'était... La maison, c'était une maison de Boiron. Mais il savait qu'il ne fallait pas que ça soit uniquement Boiron, puis il fallait la hache pour que ça tienne, enfin tout. Et il travaillait avec plaisir. Puis il était jeune. Oui, on parle de 17 ans à peu près. 16-17 ans pendant la guerre. C'est ça. C'est ça. Bien, c'est jeune. Pour bâtir une maison, là, quand il y a des types qui ne connaissent pas ça puis qui veulent t'aider, puis que c'est pour eux autres, cette maison-là. Ah, c'est pas mal. Le refus de Global, rappelez-nous un peu, parce qu'il y a très peu de gens qui vont vous entendre qui connaissent un peu, qui connaissent cette époque-là. Quand le refus de Global, quand ils ont écrit ça, quand ils l'ont fait, qu'est-ce que ça représentait comme phénomène social? Est-ce que c'est une chose que tout le monde a ignorée? Est-ce que ça a fait non, ça a quand même eu beaucoup d'impact d'une certaine façon, parce que tous ceux qui n'étaient pas d'accord, ils ont parlé tellement contre qu'ils ont donné voix. On fait une publicité, en fait. Ben oui. Puis ça signifiait quoi dans la société de cette époque-là? Ça voulait dire, à vrai dire, hein, jusqu'ici, on nous a... Et maintenant... respirons. Ne serait-ce que le départ, parce qu'il n'était pas académique, de Bordua des Beaux-Arts, qui est rendu à l'École du meuble. Hein? Mais il y en avait beaucoup d'autres qu'on connaît, puis qui étaient du refus global. Mais moi, c'était un temps où je suis parti aussi. Alors,
quand je connais le refus global, c'est ou parce que je rencontre les personnes en cause, ou parce que j'ai lu un peu, mais mes préoccupations aux Antilles étaient complètement différentes. Mais le Riopelle, ça n'a jamais été un être très politique. Non, il n'était pas politique. Là, en l'occurrence, il prenait, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas s'il m'écoute, il prenait son destin en main puis il ne voulait plus que ce soit sa mère qui dise quoi faire puis comment faire. C'était son refus global à lui, ça. Mais il s'inscrivait, avec des raisons multiples et différentes, dans le refus global des autres, qui avaient chacun, à mon avis, une connotation qui avait trait à ce qu'on l'avait brimé d'une manière ou d'une autre.